Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel événement chez Finance Innovation. Donc bienvenue à tous ceux qui se sont déplacés dans nos locaux et à tous ceux qui sont en ligne pour accompagner cette belle présentation, encore une fois, d'un livre blanc sur un sujet particulièrement d'actualité sur l'industrialisation de l'IA générative. Donc une petite présentation très rapide sur Finance Innovation pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Finance Innovation est le cluster de la finance digitale en France aujourd'hui. Nous sommes une association là 1901 et on rassemble un écosystème de 600 membres qui sont évidemment des grands groupes du secteur financier, mais aussi des startups, des fintech, des insurtech, des regtech qui vont venir accompagner toute la partie transformation digitale, innovation, création de nouveaux business models pour le secteur financier. Donc, notre rôle est de mettre en commun tous ces acteurs, encourager les collaborations et les partenariats entre les startups et les grands groupes et évidemment tous les acteurs qui vont accompagner cet écosystème. Et évidemment, on est très heureux d'organiser cet événement avec CGI, qui est un partenaire de longue date de Finance Innovation, avec qui on a eu de très très belles collaborations. Aujourd'hui, donc c'est déjà le deuxième livre blanc sur l'IA générative, donc on s'inscrit aussi dans une dynamique dans la durée, puisque c'est un sujet qui va concerner maintenant tout le quotidien des institutions financières. Pour la petite anecdote, moi, dans mon application bancaire aujourd'hui, j'ai reçu une notification comme quoi il y a un nouvel assistant et c'était bien marqué IA en gros. Donc j'ai trouvé ça assez à propos et ça montre finalement que les institutions financières, elles se transforment et quelque part de mettre l'IA en visibilité comme ça face aux clients, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Donc, on a une très très belle soirée avec des échanges de haut niveau. Et pour l'introduction, donc j'ai le plaisir de passer la parole à Georges Arb, qui va nous donner le cadre global de ces enjeux. Merci Nicolas. Alors j'enchaîne en fait pour présenter aussi CGI. Pour les gens qui ne connaissent pas, en fait, c'est une société canadienne, d'origine canadienne, québécoise. Nous sommes 95 000 personnes au niveau mondial, 14 000 en France. Les 4 piliers de CGI, le métier de CGI, c'est le consulting en premier, après toute la partie ingénierie, l'outsourcing, et un quatrième pilier qui est pas très connu, mais en fait sur lequel en fait on a une belle présence. Nous sommes aussi éditeurs de logiciels. En fait, on a une panoplie de solutions. D'ailleurs, en fait, je suis responsable de la stratégie de ce pilier-là. En plus, en fait, de la stratégie IA côté France, Portugal et Espagne. Je suis Georges Arb. Je suis dans la société depuis 34 ans. Et c'est vrai en fait qu'on s'est rencontrés, Nicolas, il y a un an, et depuis un an, il y a beaucoup de choses en fait qui sont passées. Les choses s'accélèrent énormément avec l'IA, surtout avec l'arrivée de l'IA, depuis l'arrivée de l'IA générative. Alors moi, j'ai noté 3 points essentiels en fait que je souhaite partager avec vous. Le premier point, c'est l'IA est devenue un enjeu géopolitique. Aujourd'hui, en fait, on lance les milliards de dollars et d'euros en fait par continent, par pays, les 500 milliards côté États-Unis, en France, enfin 130 milliards, en Europe 200 milliards, qui dit mieux. Je pense en fait que cette notion aussi de semi-conducteurs, de mines, de terres rares, en fait, c'est pour développer en fait tout ce qui est nécessaire en fait au niveau des GPU. C'est quelque chose en fait qui est devenu aussi géopolitique. Pour la première fois, en fait, on voit qu'il y a une intrusion en fait de l'IA dans la géopolitique avec les taxes de Trump. A priori, c'est ChatGPT en fait qui lui a donné en fait la première liste, et il s'est trompé parce qu'en fait, on est dans la liste en fait, on est sorti avec l'île McDonald avec 10% de taxes sur une île en fait, il y a que des manchots. A priori, en fait, ils ont rattrapé le coup derrière. Mais c'est pour vous dire en fait qu'aujourd'hui, en fait, c'est un sujet géopolitique en fait qui est hyper important en fait. Le point positif de tout ça, c'est que on a de plus en plus d'investissements. Il y a un an, en fait, on se posait la question. On a besoin d'avoir un cloud souverain européen. On a besoin d'avoir des modèles entraînés en Europe. Tout ça, en fait, avec tout cet argent, en fait, ça va devenir de plus en plus possible, nécessaire, et voilà, c'est le point positif en fait de ce premier point. Le deuxième point, c'est vrai que l'industrialisation en fait de l'IA a été freinée par la crise économique.
Ça, on l'a senti parce qu'en fait, lorsqu'on s'est vu il y a un an, on s'attendait à avoir en fait un départ assez intéressant, surtout en fait sur deux secteurs qui sont le secteur de retail et le secteur de manufacturing, sur lequel on a commencé en fait à avoir des demandes en fait de monter des factories, associer en fait toute l'équipe data avec l'équipe IA pour aller plus vite, ce genre de choses. Bah, tout ça en fait c'était mis un peu sous cloche en attendant de voir des jours meilleurs, que je pense en fait arriver assez bientôt. Mais le point positif, c'est que prenez le temps. On a besoin de ce temps-là pour déjà faire monter en fait nos équipes sur l'IA, les rendre un peu plus augmentées et les intégrer dans les réflexions, parce que c'est important aussi avant de créer la factory de s'assurer en fait que tous ces cas d'usage, tout ce qu'on peut faire avec l'IA, que c'est compris par tous nos people en fait qui sont dans l'entreprise et qu'on les embarque tous ensemble, qu'on travaille un peu la partie gouvernance, qu'on travaille la partie organisation. Je pense en fait que ce temps c'est pas perdu, même si en fait peut-être on est en retard par rapport à ce qu'on a imaginé l'année dernière, mais il faut profiter de ce temps-là pour avancer et pour travailler un peu l'IA for all, c'est ce qu'on voit en fait sur la fiche, mais tous les éléments qui sont importants. Et le troisième point, c'est un peu ce dilemme en fait qu'on voit apparaître, c'est entre l'IA rentable et l'IA responsable. C'est un peu en fait, on les a mis un peu en dilemme face à face. Sur la partie rentabilité, on voit très bien en fait les entreprises avancer très vite sur la rentabilité par rapport à la performance, à gagner en fait sur les process d'entreprise. On a commencé à voir toute la partie bénéfices stratégiques, c'est-à-dire en fait c'est comment créer des nouveaux produits, comment créer des nouveaux services, comment gagner plus d'argent en fait au niveau des chiffres d'affaires, la croissance. Ça c'est pas encore là, mais en fait mais ça arrive au fur et à mesure. Et en face, en fait, on a des voix qui s'élèvent en disant mais faites attention, en fait, c'est quelque chose en fait qui peut être pénible en fait pour l'environnement, et comment en fait pour pouvoir en fait équilibrer ces deux-là. Aujourd'hui, en fait, on a pas mal de questions là-dessus par les grands groupes, et on voit en fait qu'on s'oriente de plus en plus, par exemple en fait vers créer une prompt academy, c'est-à-dire en fait comment apprendre à tous nos people en fait de faire des prompts qui sont efficaces mais qui sont aussi responsables, qui consomment le moins possible, et généraliser en fait ce genre de formation, d'accompagnement auprès de toute l'équipe. On commence à voir aussi des sociétés en fait qui créent un comité en fait de sélection en fait des cas d'usage, en disant en fait on choisit uniquement les cas d'usage qui sont les plus rentables et non pas en fait l'IA à tout va. On met pas l'IA pour faire tout ce qu'on veut ou tout ce qu'on a envie de faire, parce que parfois en fait c'est assez pénalisant, et il faut qu'on soit concentré sur là où on a vraiment besoin en fait de faire de l'IA. Bon, en fait c'est ce genre de questions en fait qui sont sur la table aujourd'hui. Le point positif de tout ça, c'est que aujourd'hui en fait il y a plein de réflexions autour, mais comment en fait je peux avoir des modèles en fait qui sont plus petits en fait les fameux SLM. On commence à voir en fait pas mal de réflexions et d'études sur la partie cloud et la partie infrastructure pour la rendre plus réduite en fait des modèles qui fonctionnent sur des infrastructures qui sont qui est moins gourmande. Je pense en fait que c'est ce temps en fait qui est aussi bénéfique pour nous, pour aller un pas en avant en fait et penser aussi à l'environnement et non pas uniquement à la rentabilité en tant que telle. Bon, voilà en fait les 3 points que je sors en fait de cette année, qui est hyper riche, énormément de choses en fait qui sont passées là-dedans. Je vous encourage vraiment en fait à lire le livre blanc, parce qu'en fait il traite tous les sujets en fait que vous voyez en fait sur le slide en face de vous, et je remercie un peu toutes les personnes en fait qui ont travaillé sur ce livre blanc en fait, Finance Innovation bien sûr, toutes les sociétés clientes, et aussi en fait les startups, et beaucoup aussi en fait les équipes de CGI. Voilà en fait, passons ensemble en fait à une très bonne soirée, et je vous encourage de vraiment en fait de lire le livre blanc, il est très intéressant. Merci beaucoup Georges, et effectivement je pense qu'on est dans un mouvement qui est très intéressant, parce que l'IA et l'IA générative permet non seulement d'optimiser les services financiers, et ça c'est évidemment extrêmement important, mais aussi d'apporter
des nouveaux cas d'usage et donc de bousculer certaines façons de faire, de développer des produits, d'avoir la relation avec le client. Et donc on est, je pense, aussi sur une phase de bascule qui est extrêmement je tiens vraiment encore à remercier CGI pour le partenariat que l'on a. Donc sur ce livre blanc, on a organisé une réunion en décembre avec un certain nombre de corporates qui sont membres de Finance Innovation, qui sont aussi clients de CGI. Et donc on a eu des échanges très riches avec les professionnels du secteur qui nous ont fait ces retours extrêmement riches et qui ont permis du coup aussi d'identifier les grandes problématiques et de faire ces grandes recommandations. Évidemment aussi, attendez, j'ai changé de micro. Voilà, je pense que ça va aller mieux. Et évidemment aussi la participation de start-up en tant que pôle de compétitivité. Pour nous, c'est très important de mettre en avant le savoir-faire finalement de nos start-up françaises qui sont de très grande qualité, qui soit développent elles-mêmes leur propre IA, soit qui vont avoir des applications qui vont pousser des outils d'IA générative dans leur retranchement et donc apporter encore plus de valeur ajoutée. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, on a fait cette première réunion en décembre. Ensuite, on a fait une réunion de débrief pour faire une première présentation du livre blanc à ces professionnels du secteur financier qui ont rechallengé. Et derrière, les équipes de CGI ont fait un super boulot d'aller recueillir aussi des témoignages qui vont enrichir ce livre blanc au-delà du travail de synthèse qu'ils ont fait. Donc, c'est un travail de grande qualité. Je vous invite vraiment à le télécharger parce qu'il va vous donner aussi vraiment des pistes très, très intéressantes sur l'industrialisation et la mise en œuvre de l'IA générative. Donc, avant de passer la parole à Stéphane pour présenter un peu plus en détail le livre blanc, juste un petit point sur les actualités de Finance Innovation. Donc, très rapidement, le 30 avril, nous avons un événement qui s'appelle le Bank Tech Day qui aura lieu à l'Opéra Garnier. Et dans tous les événements de Finance Innovation, évidemment, les sujets d'IA générative seront abordés puisque c'est des sujets d'actualité. Donc, 30 avril, Bank Tech Day. Ensuite, en septembre, donc le 9 septembre, nous avons un événement qui s'appelle le Reg Tech Day sur toute la partie conformité, compliance et comment les nouvelles technologies permettent à l'écosystème financier d'aller encore plus vite face à la pression réglementaire. Et donc le 25 novembre, Insure Day à Station F, encore un bel événement qui va identifier les grandes tendances d'innovation dans le secteur de l'assurance. Donc, on vous invite bien sûr à vous inscrire, à participer. Allez sur le site de Finance Innovation, vous avez la liste de nos événements et inscrivez-vous. Donc, encore merci et bravo à CGI pour ce travail. Et donc, Stéphane, je te propose de prendre la suite pour présenter le livre blanc. Merci Nicolas. Je vais juste, si tu veux bien, merci. Si je ne me trompe pas. Voilà. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes vraiment ravis d'être avec vous aujourd'hui pour partager les conclusions de ce livre blanc sur l'industrialisation de l'IA générative et la création de valeur à grande échelle. Comme vous a indiqué auparavant Georges et Nicolas, il est issu d'un travail de collaboration intensif avec des corporates, avec des startups. L'objectif était vraiment de faire un état des lieux précis sur ce qui s'était passé sur les 12 mois écoulés et justement en regard de ces activités de passage à l'échelle de l'IA générative au sein de l'entreprise, aussi bien sur des sujets de généralisation des usages et des cas d'usage, mais sur la problématique aussi d'industrialisation technologique de ces technologies. Alors, l'IA générative est une avancée majeure qui redéfinit nos modèles d'organisation, mais pas seulement, elle redéfinit aussi nos modèles de création de valeur. Mais pour passer en fait du potentiel à la réalité, il est essentiel de structurer en fait son adoption avec méthode et surtout pragmatisme. On verra effectivement, et vous pourrez le voir à la lecture de ce livre blanc, dans l'ensemble des remontées qui nous ont été faites, le recul que les entreprises ont pris justement dans la réflexion de comment mettre en œuvre cette IA générative et surtout pourquoi faire. Alors, on vous propose aujourd'hui de partager 5 recommandations qui sont issues de ce livre blanc et qui se situent en conclusion de ce livre blanc. Vous verrez, il y a beaucoup de matière. L'objectif, au travers de ces recommandations, c'est de vous permettre d'assurer en fait une transition en douceur pour un déploiement efficace et durable de l'IA générative au sein des entreprises.
Alors la première recommandation, elle repose effectivement sur cette dimension de création de valeur et l'identification des cas d'usage les plus pertinents. L'IA générative offre une multitude d'applications, on le sait, on peut lui faire beaucoup de choses et on peut potentiellement lui faire créer une valeur plus ou moins significative, mais toutes ne se valent pas justement en termes de création de valeur et surtout en termes de complexité, de faisabilité technologique. On l'a bien vu au travers des différents acteurs avec lesquels on a échangé. Désormais, une projection est systématiquement faite en termes d'identification des cas d'usage entre la création de valeur et la complexité de mise en œuvre. Donc, une maturité très avancée du marché français sur le sujet. Mais ce qu'on a identifié surtout, c'est qu'il était essentiel d'adopter l'approche pragmatique en sectionnant donc les cas d'usage les plus porteurs pour l'entreprise. Donc, principalement, on va dire, des quick wins. Alors, cela implique d'analyser en fait les bénéfices potentiels. On regarde la faisabilité technologique de chaque cas d'usage qui sont identifiés et qualifiés, d'une approche itérative dans un cas d'expérimentation maîtrisée, testée, ajustée et intégrée progressivement. Attention, un petit rappel, 2023 va être une année extrêmement difficile pour tous, qui s'inscrivait justement dans des cadres d'expérimentation permanents avec des cycles d'expérimentation beaucoup trop longs, et on a vu que dans ce cas-là, eh bien, il était très très difficile de matérialiser la création de valeur. C'est la raison pour laquelle 2024 était une année charnière justement dans cette mécanique de création de valeur et de passage à l'échelle. Mais c'est aussi associé les équipes métiers, pas seulement, on en parlera un petit peu plus tard avec Pascal Le Goff, mais aussi les RH et aussi les juridiques, justement dès la conception de ces cas d'usage pour garantir une adoption fluide par la suite. La seconde recommandation, elle, est plutôt orientée sur la mise en place d'une gouvernance robuste. Alors, on le sait tous, cette gouvernance IA vient en complément de la gouvernance data. Juste un petit rappel, ce qu'on s'aperçoit très souvent sur le terrain, c'est que malheureusement, dans la dimension opérationnelle, la gouvernance data a quelques défaillances encore. Donc, ne pas oublier que le principal carburant de l'IA générative reste la donnée, et que ce cadre de gouvernance va venir effectivement en complément du cadre de gouvernance data, avec ses spécificités, mais surtout une nécessité absolue d'application opérationnelle. Alors, l'industrialisation de l'IA générative peut se faire et doit se faire avec ce cadre de gouvernance clair et structuré. Cela inclut, bien sûr, la gestion des risques, la conformité réglementaire, mais surtout, un point important, et on en parlera aussi un petit peu plus tard, la transparence des modèles. Le choix des modèles est un vrai sujet de fond important, surtout dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui. Alors, les trois leviers clés pour y parvenir, créer donc un comité de gouvernance impliquant les directions IT, comme on l'a dit, juridique, conformité et métier, surtout, j'insiste beaucoup sur cet aspect-là. Définir des indicateurs de performance et de suivi afin de pouvoir évaluer et mesurer au mieux l'impact des modèles d'IA. Alors, encore une fois, on parle beaucoup de gains de productivité, de gains d'efficience, mais aussi ne pas oublier les indicateurs de matérialisation des impacts sur l'organisation même de l'entreprise. S'assurer que les systèmes d'IA respectent les réglementations en vigueur, vous le savez, à la fois sur la dimension protection des données, mais aussi conformité vis-à-vis de l'AI Act désormais auquel il faut se plier. La troisième recommandation, elle, est d'optimiser plutôt cette fois-ci sur une dimension technologique les infrastructures que l'on va utiliser, avec effectivement des ressources énergétiques associées qui devront être maîtrisées. Alors, on le sait, l'IA générative peut être gourmande dans certains cas de figure, on sait le matérialiser. Elle est gourmande en ressources de calcul, aussi en électricité potentiellement, mais surtout elle a un impact environnemental qui n'est pas anodin et qu'il va falloir maîtriser de plus en plus, surtout avec la mécanique d'intensification des usages. Donc une infrastructure bien pensée est clé pour garantir à la fois l'efficacité du système d'IA, mais surtout sa durabilité dans le temps. Ce sera primordial. Donc pour cela, choisir des modèles adaptés aux besoins réels de l'entreprise. Donc on le voit au travers du livre blanc, vous verrez sur les réflexions d'identification des modèles. Il y a une vraie réflexion sur le choix arbitré, notamment de l'open source, petit modèle, plutôt que du modèle propriétaire qui va être extrêmement gourmand en ressources. De privilégier aussi des solutions d'hébergement, et ça c'était une nouveauté sur 2024, à faible empreinte carbone. Donc effectivement, cette volonté de systématiquement se tourner vers les fournisseurs désormais en leur demandant effectivement de montrer patte blanche sur l'empreinte environnementale de leurs propres infrastructures. Intégrer une logique d'optimisation donc énergétique dans les choix technologiques pour limiter effectivement l'impact environnemental. Sur la quatrième recommandation, elle est orientée plutôt sur un sujet qui est vraiment primordial quand on parle d'IA générative, c'est le caractère transformant de ce type de technologie, transformation de l'entreprise à tous les étages, aussi bien sur l'aspect culturel qu'organisationnel. Donc, ce sont des projets de transformation majeure.
Il repose pas seulement, bien sûr, sur la technologie, mais avant tout sur l'humain. Donc, une nécessité absolue de bien accompagner l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, ne laisser personne sur le bas-côté de la route. Formation, acculturation sont donc des leviers essentiels de succès. Cela suppose notamment donc de déployer des programmes de sensibilisation ou plutôt et de formation adaptés aux différents métiers et profils de l'entreprise, impliquer les collaborateurs surtout dans la construction des outils IA pour favoriser leur appropriation dans le temps et surtout mettre en place un réseau d'ambassadeurs quand vous avez la possibilité, un réseau d'ambassadeurs d'IA en interne pour effectivement véhiculer la bonne parole par rapport aux possibilités offertes par l'intelligence artificielle. Puis enfin, pour terminer, la dernière recommandation, elle concerne les expertises dont on a besoin en interne pour pouvoir faire fonctionner de l'intelligence artificielle. Ça veut dire attirer et fidéliser effectivement les talents d'IA. C'est un domaine, comme on le sait, qui est en forte demande et travaillant dans une scène, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est extrêmement difficile de recruter, d'identifier des profils experts en intelligence artificielle. Et donc, il va falloir effectivement faire en sorte d'attirer les meilleurs talents et c'est une guerre qui est assez difficile dans le contexte actuel. Ça veut dire donc potentiellement développer des nouveaux partenariats dont on n'a pas forcément l'habitude, mais de plus en plus avec des universités, surtout des écoles spécialisées. Mettre en place des parcours de carrière qui se veulent attractifs pour ces experts en IA, pour qu'ils puissent se démarquer effectivement du reste des effectifs et surtout encourager l'innovation en interne, si c'est même pas forcément partie de la culture française, mais en offrant autant aux talents la possibilité de travailler sur des sujets qui sont vraiment à forte valeur pour l'entreprise. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que l'industrialisation, comme on a pu le voir, ce n'est pas seulement un enjeu technologique, ce n'est pas qu'un sujet technologique comme on a pu le croire pendant très longtemps. C'est vraiment un projet de transformation en profondeur de l'entreprise et ça qu'il faut appréhender très sereinement et efficacement, qui touche tous les aspects, à la fois la dimension stratégique, organisationnelle, comme on l'a dit, culturelle, mais aussi on la retrouve sur une dimension gouvernance qui n'est pas anodine et qui nécessite quelques efforts. Alors pour réussir cette transition, si on veut tenir 3 principes clés, si vous voulez bien, l'intégration et la collaboration, donc impliquer, comme on l'a dit, toutes les parties prenantes dès la conception, dès l'identification des initiatives d'IA et des opportunités d'IA. Formation et transformation culturelle, rendre l'IA accessible à tous les niveaux de l'organisation. Encore une fois, ne laisser personne sur le bas-côté de la route. Tout le monde doit être partie prenante sur ce travail de transformation de l'entreprise. Durabilité et éthique, eh bien, il est vrai, et ça, on a été agréablement surpris sur l'ensemble des interviews qu'on a pu mener cette année. Eh bien, il y a une réelle prise de conscience avec des critères ESG qu'il va falloir maintenant identifier précisément pour assurer véritablement une IA à la fois explicable et maîtrisée. Alors on le voit, l'IA générative est un levier de compétitivité extrêmement puissant qui va permettre à certains acteurs de se détacher de la concurrence. En l'intégrant avec méthode et ambition, nous pouvons non seulement optimiser nos opérations, il est vrai que c'est l'axe qui est privilégié aujourd'hui, mais aussi inventer potentiellement de nouveaux modèles de création de valeur et donc potentiellement de faire évoluer notre propre modèle économique. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention. Je vais laisser la parole maintenant pour notre table ronde qui va être animée par Barbara Ralu, qui va porter sur l'innovation responsable et création de valeur. Merci. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cette table ronde sur l'IA générative et notamment, comme l'a dit Stéphane, sur la création de valeur et l'innovation responsable. Donc, je suis ravie d'animer cette table ronde avec autour de moi donc Walid Ray, qui est responsable de l'innovation et des partenariats IA au sein du groupe Crédit Agricole, Olivier Boulan, qui est CEO de Dipika, Étienne Debost, qui est responsable architecture, plateforme cloud et IAGen chez Wacom, et enfin Jean-Pascal Martin, qui est senior consultant en numérique responsable chez Digital for Better et qui propose notamment la solution Fruger. Donc, pour démarrer, je vais démarrer avec vous, Walid. Donc, sur le sujet de l'IA responsable, pourquoi l'IA responsable au sein du groupe Crédit Agricole? Quels sont les enjeux que vous voulez adresser? Déjà, bonsoir à tous. Passer le micro, il marche. Alors, est-ce que ça marche? C'est mieux. Bonsoir à tous. Effectivement, alors l'IA responsable, j'ai envie de démarrer pour dire que l'IA responsable, c'est avant tout en fait une démarche globale
qui va couvrir plusieurs volets dans le cadre du développement et des usages en fait de produits IA, que ce soit de l'IA prédictive ou de l'IA générative. Ces volets, on peut par exemple citer avoir une IA robuste, fiable, qu'on puisse mesurer, qu'elle soit stable. Une IA qui soit éthique, qui va prendre en compte notamment détecter et réduire des biais qu'on peut avoir dans les données. Une IA sécurisée pour protéger nos données, pour protéger également les utilisateurs et les infrastructures. Et pour finir, une IA frugale qui puisse permettre en fait une utilisation optimisée des différentes ressources. Alors que ce soit bien sûr les ressources techniques, mais également les ressources humaines. Et l'objectif en fait de cette démarche-là, il est double. Tout d'abord en fait en tant que banque, répondre déjà à nos engagements. Ils sont multiples. Tout d'abord des engagements envers les clients pour leur rendre un service, même s'il est basé sur l'IA, qui soit éthique, qui soit fiable, qui ne soit pas discriminant. Un engagement également par rapport à nos collaborateurs pour que l'IA en fait puisse les aider à remplir leur mission, notamment avec tout ce qui est mesure de l'impact de l'IA sur le travail. Bien sûr, vers les différents régulateurs. Donc, on est un domaine assez régulé, alors que ce soit de la réglementation nationale, européenne ou sectorielle. Donc, il faut que les outils IA puissent en prendre en compte en fait l'ensemble de ces éléments-là. Et pour finir, un peu plus par rapport à l'ADN du groupe, à sa raison d'être, un impact qui soit positif sur la société, notamment une IA qui soit respectueuse de l'environnement en termes d'émissions de CO2, etc., en termes de consommation électrique. Et l'idée derrière, en fait, ces enjeux-là vont également avec des enjeux en termes de rentabilité. Nous sommes convaincus, en fait, que la rentabilité et une IA responsable, en fait, vont de pair. Ça permet notamment en fait d'avoir une fidélisation des clients, de renforcer le lien avec les clients. Ça permet d'accélérer et de permettre à nos collaborateurs une meilleure efficacité et également une optimisation, une réduction des coûts, une maîtrise de risque, donc des éléments qui ont été évoqués tout à l'heure. Donc c'est vraiment mon message en fait. En tout cas nous, comment on les considère et on pourra discuter, c'est comment on l'a mis en place. C'est vraiment ce double enjeu en termes de respect des engagements et ensuite que l'IA soit vraiment une source de valeur ajoutée à travers les différents axes que j'ai évoqués. Et merci Walid. Et du coup, par rapport justement à cette démarche et son implémentation concrète, pouvez-vous nous donner quelques exemples de la façon, des éléments que vous considérez, de la façon justement dont vous le mettez en œuvre? Alors, on a démarré avec une approche en fait très opérationnelle. Sur des cas d'usage qui ont été, il y a quelques années, priorisés, qui ont été identifiés comme étant stratégiques ou impliquant des données clients ou avec un impact sur le métier assez important. On a démarré en fait sur ces cas d'usage en se disant aujourd'hui, on utilise un ensemble d'assets technologiques, on a un mode de fonctionnement projet, comment on peut les adapter pour répondre aux 4 volets en fait de l'IA responsable et d'autres volets que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc avec une déclinaison tout de suite très technique, parce que voilà, donc avec des équipes techniques avec des métiers, on a considéré 4 volets qui sont embarqués en fait dans un projet, qui sont la partie data, la partie algorithme, la partie code, parce que nous on développe en interne, mais aussi on utilise des outils de partenaires, et la partie infrastructure. Et on a défini un ensemble d'assets qui sont soit développés, soit augmentés par rapport à l'existant pour dire. Le premier point, c'est d'avoir de la donnée de qualité, d'avoir un échantillonnage qui soit représentatif, de détecter le plus tôt possible tout ce qui peut être biais. À travers la partie algorithmique, c'est vraiment avoir une démarche itérative, benchmarker, vraiment identifier les algorithmes qui vont répondre aux besoins tout en considérant l'efficacité de ces algorithmes-là, notamment à travers la partie biais et d'autres aspects. La partie code, parce que c'est très important, on a beau avoir en fait des données de très bonne qualité avec un bon échantillonnage, les bons algorithmes, si derrière l'implémentation ne suit pas l'ensemble de ces critères-là, on risque de passer complètement à côté. Donc on a mis en place en fait des pratiques avec notre IT, notamment en termes de qualité de code, en termes de sécurisation de code, avec une démarche MLOps justement pour que ça soit industrialisé, que ça rentre un peu dans les pratiques et généralisé.
et suivi, monitoré. Et enfin, avec notre IT, une démarche également de choix pertinents des infrastructures, faire le bon équilibre entre les ressources utilisées et le besoin en termes de performance. Donc, c'était vraiment une première démarche sur les 4 volets qui ont été nécessaires, qui vont ensemble. Donc, après avoir mesuré justement l'impact de l'IA responsable pour dire c'est un investissement de départ, mais qui peut apporter en fait une valeur ajoutée, que ce soit par rapport aux engagements ou que ce soit par rapport à une rentabilité qui est diverse, qui n'est pas uniquement en termes de ROI. La deuxième étape a été de généraliser dans notre démarche projet. Donc, on est passé d'une implémentation technique à une démarche un peu plus globale, avec des implications derrière, en fait, sur l'ensemble des étapes d'un projet. Donc, ça démarre dès le cadrage, une sensibilisation avec le métier. Et nous avons intégré notamment des KPI qui sont liés à l'IA responsable. C'est-à-dire, on a les KPI en termes de business, en termes d'efficacité opérationnelle. Et donc, on a rajouté des KPI qui sont importants notamment en termes d'impact environnemental, en termes de robustesse, en termes de stabilité, mais également en termes de complexité de consommation de ressources. Donc, ça a été l'occasion pour nous ensuite de confronter ça par rapport, on va dire, à des réflexions de place. Donc, on est passé par une certification en fait de cette approche-là. Donc, on a une certification à l'ANE et donc une généralisation à l'ensemble de nos nouveaux projets, mais également les projets stratégiques qui étaient également en cours. Bon, ensuite, on l'a déployé au sein de la direction. L'idée derrière, en fait, dans le cadre de notre mission, c'est vraiment de partager, de vulgariser cette démarche-là au niveau du groupe. Donc, on a mis en place, en fait, de la formation, de l'accompagnement de différentes entités, de nos équipes data, dans nos filiales au sein du groupe Crédit Agricole, justement pour partager cette démarche-là, pour les aider à les mettre en place, pour les former, avec des échanges réguliers en termes de retour d'expérience pour renforcer à chaque fois cette démarche-là. Peut-être 2 messages en fait en termes de mise en place l'IA responsable. Effectivement, c'est un effort interne, interne au groupe qui est un investissement avec des retours sur investissement sur les sujets, les projets en tout cas qui sont en cours. Mais j'aimerais aussi peut-être partager 2 points, en tout cas des retours d'expérience très très importants. C'est l'importance en fait de la communauté. C'est des réflexions qui doivent être partagées avec des retours d'expérience. On a besoin, c'est pour ça on a mis en place notamment des collaborations académiques pour aller résoudre notamment avec l'IA générative. Quand on parle notamment de biais, aujourd'hui, donc il faut repenser en fait les approches pour détecter, pour redresser les biais. On parle encore d'hallucination, même après 2 ans, même si les modèles proposés aujourd'hui permettent une meilleure atténuation, en tout cas de l'hallucination, mais il reste encore pas mal de choses à faire. Donc voilà, donc c'est vraiment un effort collectif et c'est l'intérêt un peu d'avoir des partenariats de manière générale, de participer à des collectifs de réflexion, parce que voilà, le retour d'expérience, le partage d'expérience, il est important pour avoir un travail d'amélioration continue. Donc, on a toujours en fait de nouvelles technologies auxquelles on doit apporter de nouvelles réponses. Merci beaucoup. Du coup, vous évoquiez justement cet écosystème d'innovation responsable. Donc, je vais me tourner vers Jean-Pascal pour savoir notamment pourquoi au sein de Digital for Better, vous conseillez d'adresser les enjeux de l'IA responsable dès le lancement du projet. Voilà. Merci. Pourquoi dès le lancement du projet? Parce qu'après, il est trop tard. Voilà, on va avoir beaucoup d'exemples qui illustrent ça. Je rappelle un principe, l'IA générative, si on se focalise sur ce sujet-là, c'est un principe qui est non déterministe, donc on n'est jamais totalement sûr de ce qui va sortir. Donc si vous mettez en place un système qui répond correctement à 99% des cas, il reste 1%. Et c'est pas forcément gênant en phase d'innovation, de tests de R&D, mais par contre au moment du passage à l'échelle, ça va se poser la question de ce pourcent-là, puisque si vous avez 1 million d'utilisations, il va s'avérer ce risque, il va exister et vous allez pouvoir le constater. Alors, si vous le constatez au moment où vous êtes passé à l'échelle, ça peut bien se passer, ça peut mal se passer, si vous l'avez pas du tout anticipé. Donc, faut y penser avant, à cause de ce principe de Murphy qui vous attend. Voilà, il y a plein d'exemples à ça, mais je pense qu'effectivement qu'il faut se concentrer sur le cadrage. Nous, on voit beaucoup finalement d'erreurs. Même les grands acteurs font des erreurs. Je vais donner quelques exemples pour illustrer mon propos. Je sais qu'il a été mentionné la question du use case.
plusieurs fois. Je pense effectivement c'est absolument central. Ça fait partie des principes d'éco-conception qu'on a en numérique responsable, de vraiment challenger ces use cases, mais avec une vision qui va être un peu plus 360 degrés que ce qu'on avait avant, en intégrant les facteurs sociétaux, environnementaux, évidemment, d'accessibilité, et en essayant vraiment de penser dès le début les problèmes qu'on pourrait retrouver ensuite. Par exemple, si on prend, alors il y a sur les use cases, hein, je pense à Microsoft parce qu'ils ont sorti un Quake 2, ils ont ressorti un jeu des années 90 entièrement généré par IA générative, et ils ont commis 2 erreurs qu'on peut voir dès le début. Hein. La première, c'était que ça sert à rien puisque le jeu existait déjà, donc il n'y a pas de cas d'utilisation réel. Et la deuxième erreur, ils l'ont constaté quand la communauté à qui ils ont adressé ce jeu s'est retournée contre eux, puisque en fait, il n'y avait pas besoin de développeurs, il n'y avait pas besoin de graphistes, il n'y avait pas besoin de game designers pour faire ce jeu. Et les gens qui étaient intéressés par ces technologies-là, c'est cette population-là qui a très très mal vécu le fait qu'on fasse la démonstration qu'à l'avenir, il puisse être inutile. Voilà, donc ça c'est une erreur. On trouve des erreurs même dans l'entreprise parce qu'il faut gérer comment le public va recevoir ces services-là. Si vous demandez dans la rue, il y a un sondage IFOP qui démontrait que 87% des citoyens français étaient contre le fait d'avoir des IA qui aient leur capacité, qui soient capables de faire ce qu'ils savent faire. Et forcément, si vous déployez des IA un peu puissantes dans l'entreprise, vous allez avoir une résistance au changement, on le voit tout le temps, hein, qui peut être très forte de posture ou très argumentée. Mais ça veut dire que ces cas d'usage, il faut convaincre, il faut faire la démonstration de ces gains de productivité qui sont pas forcément là ou qui arrivent pas forcément au final alors que on y croyait au début. Donc, c'est très important de démontrer tout ça. Voilà. Puis sur le fonctionnel, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. On peut trouver plein de risques, en fait, parce que l'idée, c'est de dérisquer l'IA générative. Je pense que ça, c'est quand même un enjeu fort pour les entreprises. Je pense au problème de l'alignement, par exemple, stratégique, hein, quand on fait l'IA gène. Elle peut se retourner contre vous. C'était le cas d'ailleurs pour Elon Musk qui sortant Grok 3 a pu constater quand on demandait à cette IA ce qu'elle pensait des 2 personnes les plus dangereuses au monde. Elle répondait Elon Musk et Donald Trump. Voilà, donc c'est un cas Frankenstein hein, où la machine échappe à son créateur. On a aussi, je pense à Lucie, hein, la tentative française d'augmenter la compétitivité des entreprises avec une IA générative qui répond à toutes vos questions, qui avait un niveau de qualité de réponse qui était absolument pas satisfaisant. Donc on s'est tiré une balle dans le pied en faisant ça. Voilà, donc ça, il y a des attentes. Et d'ailleurs, le risque, hein, c'est quand même de perdre la relation avec ses publics. Un risque réputationnel très très fort. Donc je pense qu'en banque assurance, voilà, c'est absolument central de maintenir ce lien-là. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège. J'ajouterais quand même un 3e risque, mais il y en a plein. Mais voilà, il y en a un qui est important quand même, c'est le risque lié au choix technologique. Ça a été un peu mentionné. On a parlé d'environnement. Je veux quand même redonner 2-3 ordres de grandeur pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, hein, puisque l'IA fait exploser tous les compteurs, et en particulier l'IA générative qui génère des data centers partout dans le monde, qui changent les trajectoires des hébergeurs, hein, qui sortent des sentiers qui étaient prévus. On parle de plus en plus d'une trajectoire à 4 degrés qui, comme vous le savez, n'est pas assurable. Donc, il ne faut pas aller dans cette direction-là, il faut bien trouver une solution. Je me suis perdu. Excusez-moi pour le rythme de là. Si c'est voilà, donc il faut trouver en tout cas sur l'environnement des optimisations. Aujourd'hui, un data center qui fait de l'IA générative, c'est 1 gigawatt de puissance nécessaire. C'est énorme, c'est une centrale nucléaire. Une centrale nucléaire, c'est 10 ans à faire, donc il y a un problème en fait. On peut pas lancer des Grok toutes les semaines, on n'a pas la capacité, donc tout de suite, il y a une compétition qui s'installe sur l'accès à l'énergie. Qui devient un challenge entre est-ce que je donne de l'électricité à un ensemble de villes, c'est le cas en Pennsylvanie où Amazon essaye d'acheter des centrales nucléaires pour pouvoir la préempter, cette énergie, le jour où il y a un sujet, au profit de ces data centers. Donc là, on revient sur des questions un peu géopolitiques. Et qu'il faut avoir à l'esprit, et ça ramène aussi donc ça va découler des choix technologiques qu'on va faire, des choix de partenaires qu'on va faire, et quand on utilise l'approche numérique responsable, on repense quand même, on remet du bon sens dans ces questions-là, on cherche des solutions d'écosystèmes locaux avec des gens qu'on connaît, qui nous mettent pas dans des situations de devoir penser la réversibilité, donc penser la souveraineté, donc travailler un peu plus en local. Travailler alors en local, c'est génial parce qu'en France on a un mix d'électricité qui est très décarboné, c'est imbattable quasiment, donc il faut revenir vers ces solutions là.
Voilà, donc quelques risques, il y en a bien d'autres. Ce que je veux dire, c'est que c'est absolument indispensable d'avoir un framework au lancement du projet. Ça va inclure les achats, ça va inclure évidemment la conformité et tous les acteurs. Mais cette prise de recul qui vient de la culture du numérique responsable, il faut l'intégrer dans la réflexion. Et elle s'outille avec des matrices d'aide à la décision sur les projets qui intègrent ces questions sociales, ces questions environnementales, ces questions RH. Et bien sûr, pourquoi pas mesurer. Alors nous, c'est ce qu'on fait puisqu'on est un cabinet qui fait du conseil, mais on est aussi éditeur d'une solution qui fait de l'évaluation en temps réel, par exemple, de la consommation de ressources de vos data centers, en particulier sur l'IA. Souvent dans les entreprises, il y a du on-prem, il y a du on-cloud, il y a du SaaS, et même dans une seule solution, on peut avoir les trois. Donc, il faut réussir à avoir cette vision à 360 sur de cockpit qui montre les impacts financiers, mais aussi les émissions de gaz à effet de serre sur ces sujets. Donc voilà, je pense qu'il faut retrouver la maîtrise, en tout cas, avec des outils, des frameworks et une grande vigilance au lancement de projet. Juste le micro, merci Jean-Pascal. Maintenant, je propose qu'on revienne aussi sur le sujet de la création de valeur. Et donc, Étienne, je vais vous laisser la parole. Et pour que vous nous expliquiez d'abord comment, chez Wicam, vous avez choisi de déployer l'IA Gen pour justement maximiser cette création de valeur. Merci. Bonjour à tous. Wacam, on est assureur B2B2C en Europe. On fait 900 millions de chiffre d'affaires pour 300 collaborateurs et on est spécialisé dans la création de produits d'assurance sur mesure pour des partenaires distributeurs. Et donc, on a un fort enjeu de scalabilité et de productivité. Donc, on a un ratio nombre de personnes chiffre d'affaires qui est très élevé. Et donc, nous, on a décidé de déployer l'IA générative pour nos cas d'usage interne dans cette chaîne de valeur du capital qui assure le risque jusqu'au distributeur qui distribue le produit d'assurance avec Wacam en tant que plateforme au milieu de tout ça. Notre voyage, il a été le suivant. Fin 2023, donc tout le monde, 2023 c'est la grande année de l'arrivée de ChatGPT, etc. On a décidé d'expérimenter en propre et de construire notre propre plateforme, chatbot dans un premier temps, avec assez rapidement l'idée de libérer la connaissance à l'intérieur de l'entreprise, avec la possibilité de chatter avec les données de l'entreprise. Donc c'était vraiment dans cette idée de libérer la connaissance. Ça a halluciné encore beaucoup à cette époque-là, donc on était un peu moins dans l'automatisation de certains processus. Mi-2024, on se rend compte que le marché a beaucoup bougé, que les modèles ont beaucoup évolué et on décide de pivoter d'un développement interne à l'intégration d'une plateforme d'agents IA, d'entreprises avec un acteur français qui s'appelle Dust, qui en gros nous propose les outils qui nous permettent de construire nos cas d'usage à l'intérieur tout en étant agnostique des modèles de langage, tout en étant respectueux des réglementations et de la confidentialité de nos données, donc avec la possibilité de se brancher à nos différentes sources de données, avec une approche où on peut construire des cas d'usage en centrale, mais aussi on peut décentraliser la construction des cas d'usage IA, c'est-à-dire que dans l'idée, tout le monde dans l'entreprise peut construire ses propres assistants. Donc on a cette idée d'humain augmenté, d'augmenter nos collaborateurs. Pour vous donner quelques chiffres, on a eu plus de 70% de taux d'adoption de la solution en moins de 2 mois. On a fait un lancement fin 2024 et depuis, on a des taux d'usage qui sont constants et en croissance. Plus de 130 assistants IA qui ont été créés. Une partie, un tiers en centrale, les 2 tiers par les salariés eux-mêmes. Et ce qui nous a permis de fédérer autour de ça, c'est une approche très tôt d'embarquer des ambassadeurs des différentes équipes métiers pour représenter les besoins de leurs différentes équipes, se former et être capable de faire rayonner ces sujets-là au sein de l'entreprise. Et une approche du top management qui a priorisé des grands cas d'usage à construire au sein de cette plateforme sur les processus sur lesquels on pouvait avoir le plus de gains de productivité. Voilà en somme ce qu'on fait notre voyage autour de l'IA générative chez Wacam.
Merci. Est-ce que vous pouvez nous présenter aussi un cas d'usage justement qui va combiner IA-Gen et innovation responsable chez Wacam? Tout à fait. Donc nous, on est créateur de produits d'assurance. Dans les produits d'assurance, il y a des conditions générales de vente, conditions particulières, et qui traditionnellement sont difficilement déchiffrables par les consommateurs. Souvent, c'est voulu. Ça permet d'avoir la force du juridique plutôt en la faveur de l'assureur. Et Wacam est entreprise à mission. Et dans notre mission, il y a rendre l'assurance transparente et impactante. Et donc, dans cet enjeu de transparence, il y a ce qu'on appelle le langage clair. Donc, c'est cette idée de rendre des textes juridiques plus accessibles, avec un vocabulaire qui est adapté, compréhensible de tous, sans perdre de sa puissance juridique. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé, donc on a des produits d'assurance type, et on a passé toutes nos éditiques, toutes nos conditions générales à cette moulinette, avec l'IA générative qui nous a aidé à adapter globalement nos textes, et on joint ça avec une solution qui s'appelle LeasyScore, qui est capable de nous fournir un score de lisibilité sur nos textes. Et donc on est sur une boucle de feedback qui est très intéressante pour nous et qui permet globalement de simplifier la vie aux distributeurs, aux gestionnaires et aux assurés. Merci pour cet exemple qui nous parle à tous en tant qu'usagers de l'assurance. Toujours sur ce sujet de création de valeur, quand Olivier, nous avons préparé cette table ronde, vous m'avez dit que la création de valeur était l'obsession de Deepika. Donc, comment vous faites justement pour garantir cette création de valeur auprès de vos clients? Alors à Deepika, en une phrase, on crée des produits logiciels et IA pour nos clients. Et donc on a l'obsession de la création de valeur dans le sens où quand on arrive chez un client, souvent c'est un appel entrant, assez peu de démarchage, et en fait ils ont un problème immédiat à régler. Voilà, donc c'est un filtre qu'on a. Et donc souvent les gens arrivent avec un problème, il y a un feu, faut l'éteindre. Et donc, si on est capable de techniquement répondre au problème, en fait, on a garanti que si on déploie une solution pour ça, il y a de la valeur créée. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on opère. On opère beaucoup dans l'industrie, la santé, la finance et l'agriculture. Et donc, d'opérer en ayant une démarche terrain, c'est-à-dire que nous, on va pas attaquer les directions générales. On parle en premier aux gens terrain. En fait, et donc, les gens qu'on a en face, qui sont des experts métiers, sont ensuite nos meilleurs ambassadeurs pour aller déployer la solution. C'est-à-dire qu'on est capable de démontrer que on a éteint le feu, c'est possible de le faire avec telle techno, ça fonctionne. On est capable d'expliquer aux gens métiers comment ça fonctionne et donc eux se l'approprient. Et c'est en lien aussi avec la responsabilité, c'est-à-dire que les gens pour qui on travaille, on est capable de leur expliquer dans l'usage du logiciel qu'on fait pour eux quelle est leur responsabilité. C'est-à-dire, ils sont capables de comprendre dans leur langage métier ce que ça veut dire, et donc du coup, je prends pas, je suis capable d'expliquer, je suis pas capable d'expliquer. Est-ce que j'utilise ça pour parler à un client ou non? Ils sont armés pour utiliser la solution. Et ça, c'est parce que nos clients sont des experts dans leur métier, nous on est des experts en IA et en logiciel, et donc on est capable d'éteindre des feux pour eux, de leur expliquer comment ça fonctionne, et ensuite c'est très simple d'aller convaincre leur direction générale de déployer la solution. Souvent, ça se fait en 2 temps, mais c'est assez naturel. Voilà. Donc la valeur, c'est une obsession pour nous et on le fait par la preuve. Voilà, c'est-à-dire que on le claime pas. Les clients nous appellent, ils ont des problèmes à gérer. Voilà, donc les gens qui viennent nous voir, ils ont des problèmes immédiats à gérer. On les solve pour eux. On déploie des solutions IA et logiciels. On les forme. Ils comprennent ce qu'ils font. C'est-à-dire que on veut que ce soit clair pour eux. Voilà. Et donc ensuite, la preuve étant faite, c'est facile de déployer. Après, c'est que de la technique. Et ça reste notre travail. Mais donc, on a travaillé avec le client pour embarquer sa connaissance métier avec la tech qu'on a choisie dans une solution qui fonctionne. Voilà. Merci. Et du coup, comment s'inscrit l'innovation responsable dans cette démarche ? Alors, la notion de responsable, elle vient à plusieurs niveaux.
premièrement, on a vocation à faire des solutions, pas des one shot, quoi. On veut pas faire des missions pour on a éteint votre feu, on est ravi, au revoir. On veut déployer des logiciels qui vivent dans le temps. On a aussi l'obsession de la pérennité, c'est-à-dire que souvent une des maladies de l'IA, c'est de faire des POC, quoi, et qui gentiment meurent en 1 an ou 18 mois parce que les gens comprennent pas, parce que ça fonctionne plus, parce que voilà. Donc on veut pérenniser ça. Et donc la responsabilité, elle vient dans le fait que on veut une solution maintenable. Et donc si on veut une solution maintenable, il faut que on fasse les bons choix pour que dans 1 an ou 18 mois ça tourne encore. Donc c'est-à-dire que s'il faut débloquer tel LLM pour en mettre un autre parce que la mode a changé ou il y a un autre qui est sorti, il faut qu'on soit capable de le faire. Donc c'est la meilleure tech mais modulable, voilà, pour qu'il y ait quelque chose qui puisse vivre dans le temps. Responsable, alors j'en ai un peu parlé avant parce qu'on embarque les équipes métiers, c'est-à-dire que les gens savent utiliser ce qu'on fait. On bâtit avec eux des benchmarks qui sont capables de leur sortir des KPI métiers. On leur sort pas des KPI de matheux. Ça, on le fait pour nous, pour valider que ça fonctionne. Mais en fait, nos utilisateurs, ils ont des KPI métiers. On construit ça avec eux. Comme ça, l'usage est responsable de nos solutions. Et ensuite, sur la pure consommation électrique, là, on s'appuie sur une expertise qu'il y a chez Deepika depuis longtemps, qui est issue du monde du calcul haute performance. En fait, on a des gens qui sont capables de prendre des codes de calcul et qui, en allant les optimiser donc à code donné sur un hardware donné, en descendant très bas, en allant regarder des hardware compteurs et des choses comme ça, diviser la consommation par 10. C'est ce genre de facteur. Donc on s'appuie sur ces compétences-là pour développer des solutions qui vont aller consommer le moins possible. Voilà, on va prendre la meilleure techno pour un usage donné. Donc on va pas notre but n'est pas d'emmener de l'IA dans une entreprise, c'est de solutionner un problème. Et donc, si ce qu'il faut pour ça, c'est un petit modèle, on fera un petit modèle. S'il faut pas d'IA avec du machine learning classique, on fera du machine learning classique. Donc, en fait, c'est un peu du sur-mesure. Merci à tous. Je crois qu'il y aura peut-être la possibilité de poser des questions, mais après la conclusion, si on peut, donc je ne sais pas si dans la salle il y a des questions. J'ai une question pour Wacam. Oui. Déjà, merci pour l'explication qui a été faite et je pense que c'est un super cas d'usage de l'IA générative qu'on voit souvent où les boîtes commencent en interne. Et je me demandais si aujourd'hui vous avez pour réflexion, vocation à dire on va mettre ça dans la main des courtiers distributeurs, voire des clients des courtiers. Très bonne question. Aujourd'hui, par rapport aux enjeux de l'entreprise, on est très tourné vers l'interne et nos propres processus, optimisation, simplification, rationalisation. La volonté, c'est une fois qu'on le fait bien pour nous, ça sera de le proposer pour nos courtiers dans un second temps, mais plus autour de augmenter la relation qu'on a avec eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un portail, notre plateforme s'appelle PlanePlug Distributor, dans l'idée où les courtiers peuvent retrouver l'ensemble des éléments autour de leur partenariat avec Wacam, que ce soit en phase de construction ou avec des produits d'assurance qui sont en production. Donc c'est très orienté données par rapport au contrat, à la sinistralité, etc. Et on a des réflexions sur, mais donc on est plutôt sur des réflexions autour de la BI pour permettre potentiellement à nos courtiers de poser des questions sur des choses auxquelles on n'aurait pas forcément conçu le dashboard à l'avance. Voilà, par exemple. Pour l'instant, ça en est à l'étape de réflexion. On est vraiment très tourné sur l'interne, mais ça fait partie des choses qu'on explorera dans les prochains mois. J'en profite parce que c'est une question supplémentaire à vous poser. Alexandre Guillard de l'ESSEC, vous avez dit effectivement que vous aviez décloisonné en fait les données avec au niveau de l'interne, au niveau des expertises. J'aimerais en savoir un peu plus sur qu'est-ce que ça a produit et ce serait quoi le prochain défi ou la prochaine étape par rapport à ce décloisonnement de l'expertise.
parce que je suppose que ça pose plein de questions d'organisation, de knowledge, de gestion de la connaissance, et puis c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement en fait au niveau de la chaire SAC. Je peux vous donner 3 exemples. Un premier exemple, c'est on a fait un des pros assistants qu'on a créé. C'est un assistant RH qui est capable de répondre aux questions sur toutes les politiques RH, que vous soyez au Royaume-Uni, à Paris ou peu importe le lieu où vous êtes basé. Ça se trouve que ça a permis de vachement faire baisser les sollicitations auprès de l'équipe RH, alors qu'il y avait déjà une foire aux questions, il y avait déjà de la documentation. Et donc, on a vu une baisse des sollicitations directes sur des questions simples. Donc, ça a permis d'ouvrir la connaissance, qui était déjà accessible, mais ça l'a rendu plus accessible. C'est le premier cas d'usage. Le deuxième cas d'usage, par exemple, sur la donnée qu'on a de nos contrats. Tous les contrats qu'on a ne sont pas tous générés, on va dire, au travers de formulaires où on a déjà de la donnée structurée qu'on aurait stockée. On a beaucoup de données non structurées dans nos contrats, dans nos avenants et dans tout un tas de documents juridiques. Et on est en train de travailler sur l'extraction de masse de ces informations. Et l'avantage, c'est que ça nous permet du coup de l'avoir sous forme structurée et de choisir quels éléments dans nos contrats on peut ouvrir plus largement que donner accès à toute l'entreprise, à l'ensemble des contrats qu'on peut avoir. Donc ça, c'est un élément qui permet de décloisonner. Le dernier, on a des équipes qui font des assistants qui permettent d'aider les autres équipes, sorte de début d'interface, qui permettent de répondre à des questions types sur des problématiques qu'ils ont régulièrement et où on se dit que c'est de l'information qu'on peut libérer, quoi, qui pourrait se trouver dans un SharePoint, cloisonné quelque part, ce genre de choses, et qu'on va ouvrir, alors, tout en étant attentif aux enjeux de confidentialité, bien entendu, mais qu'on va ouvrir aux autres équipes. Merci. Alors, on va poursuivre le déroulement effectivement de la soirée. Je vais demander à Monsieur Pascal Le Goff de bien vouloir me rejoindre. Pour ceux qui ont suivi nos travaux depuis plus d'1 an, il y a 1 an, presque jour pour jour. Ouais, on s'assoit. À quelques jours près, Pascal, on s'est retrouvé ici et effectivement, nous avions échangé quelques minutes sur ce qui nous semblait être une révolution à l'époque, évolution rapide, de l'impact de l'IA générative sur notamment le domaine de la finance, bien sûr, avec les répercussions que ça pouvait avoir. Alors, on avait essayé de se projeter, on s'est dit d'ici 1 an, qu'est-ce qui va se passer? On se posait la question, bien sûr, de l'industrialisation, hein, forcément, ça venait sur la table. On sortait d'un gros cycle d'expérimentation, donc on savait que c'était pas encore, la peinture était sèche, n'est pas sèche, pardon. Justement, 12 mois après, Pascal, toi, quel est ton regard sur le chemin parcouru, sur ce qui a véritablement été fait, ce qui relève encore très souvent de la communication et pas vraiment des actes concrets derrière. Et comment tu vois les choses du coup à venir sur cette année 2025 notamment, 2024 qui avait été identifiée comme année charnière importante. Il y a 1 an, c'était juste avant les Jeux Olympiques, je ne sais pas si vous vous souvenez, un moment un peu particulier en France, et j'avais utilisé une métaphore sportive en disant depuis qu'on est dessus, on va dire officiellement depuis novembre 2022, j'avais l'impression de courir dans un stade où la lumière s'allumait de temps en temps et où je dirais dans une course, des obstacles apparaissaient au fur et à mesure et avec une fréquence assez violente au niveau de l'entreprise parce que grosso modo on avait une nouvelle annonce tous les semaines, voire tous les 2 semaines. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment-là. Donc en ce moment ça s'est un petit peu calmé. Donc déjà par rapport à ce qu'on a pu connaître, on est passé d'un état instable à un état mouvant. Pour utiliser une petite pirouette. Je pense qu'aujourd'hui, la peinture n'est pas encore complètement sèche, comme tu le dis. C'est intéressant et tout à l'heure on se posait la question, est-ce qu'on va avoir une troisième salve d'enquête ou de réflexion? Je pense qu'on va l'avoir parce que il y a des choses qui apparaissent clairement
des sujets liés à la gouvernance qui apparaissent très clairement, des coopérations qui nécessitent encore de travailler, que ce soit en interne ou en externe, c'est-à-dire que ça reste encore un sujet technologique avec les DSI et les métiers. Nous, on travaille sur l'importance de la fonction RH dans ce mouvement, parce qu'il y a des impacts sur les ressources humaines. Aujourd'hui, il y a des impacts sur les processus. Donc, on commence à les voir pointer et les calculs de ROI sont encore à travailler. Pour rappeler on a cette forte impression quand même que la majorité des acteurs du marché sous-estiment le caractère transformant de ce type de projet. Complètement. Sous-estiment effectivement les répercussions qu'il y a dans la façon de s'organiser, de travailler au quotidien, la répercussion qu'il peut y avoir sur les activités, les postes, les savoir-faire. Complètement. On parlait de gestion de la connaissance tout à l'heure. C'est vrai que les outils d'IA générative apportent un plus dans la gestion, dans la compréhension de la connaissance, dans la matérialisation de meilleures expériences usagées. Je parlais tout à l'heure d'un soulagement des équipes RH à travers de l'information qui était disponible. Dans d'autres cercles, on dit que pour qu'il y ait un vrai pivot, il faut une génération. C'est-à-dire pour passer de 5% d'utilisateurs à 95% d'utilisateurs, il faut 20 ans, 25 ans. Là, ça fait 3 ans. Donc, est-ce que c'est encore un sujet qui est poussé par les réseaux sociaux grâce à leur algorithme de recommandation sur un cercle restreint d'utilisateurs? C'est une vraie question. Il y a une question aussi de maturité des entreprises. Toutes les entreprises ne sont pas égaux devant ou égales devant cette transformation. On voit qu'il y a des sujets macro, géopolitiques qui vont les accaparer. L'année dernière, c'était l'énergie. Donc, dans certains cercles, on ne parlait pas d'IA générative, hein. On ne parlait pas de transformation. Donc, il y a un sujet de maturité des entreprises, il y a un sujet de maturité des organisations, maturité des relations entre les directions des entreprises. Mais on voit qu'on commence à reprendre la main sur ce processus de changement ou de transformation. Changement, transformation, à voir dans quel cas on est. On commence à percevoir aussi, et je pense qu'il va y avoir un côté éducatif, qu'il y a différentes formes d'IA, il n'y a pas que l'IA générative. Dans les propos tout à l'heure, on disait, peut-être qu'on va prendre de l'IA générative, mais peut-être qu'on fait du machine learning. Donc on va réintégrer des concepts, on va peut-être faire du RPA, on va peut-être encore avoir les saisons du RPA au mois de mai ou au mois de septembre en fonction des budgets. Donc on voit que cette prise de recul par rapport à un déterminisme technologique contribue à la maturité. Si tu te rappelles, dans les ateliers qu'on a déroulés avec effectivement nos différents contributeurs, on a axé fortement sur la notion de création de valeur, l'identification des cas d'usage. Et il est vrai, je ne sais pas quel est ton sentiment par rapport à ça, mais j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, on essaye de trouver les cas d'usage les plus complexes. Alors certes, c'est ceux qui adressent le cœur de métier et on sait que c'est là où la création de valeur est la plus significative. Mais justement, quand je t'entends parler de notion d'hybridation technologique, ces cas d'usage-là en question, effectivement, aucun modèle IA générative ne pourra permettre de les traiter de bout en bout. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, on va quand même gagner en maturité à ce niveau-là pour savoir faire effectivement des assemblages judicieux? Ce que j'ai retenu des échanges qu'on a eu aussi, c'est que certains de nos interlocuteurs nous ont dit, mais on challenge parfois en interne sur des identifications d'initiatives IA en disant, mais attendez, vous savez qu'avec telle technologie traditionnelle qui est déjà dans les murs, on peut faire exactement la même chose. Est-ce que là aussi, tu penses qu'à un moment donné, on aura suffisamment de maturité sur le marché pour vraiment se poser les questions de qualification de ces cas d'usage, faire des choses peut-être plus simples, plus accessibles, justement pour sortir un peu de ce rythme ultra intensif sur lequel tout le monde n'arrive pas finalement à percevoir la ligne d'arrivée. Est-ce que ça, tu penses que c'est quelque chose qu'à un moment donné, on va réussir à calmer? Peut-être que la conjoncture va nous obliger justement à calmer le jeu. Mais est-ce que tu penses qu'on va réussir à avoir cette maturité? En tout cas, dans les interviews qu'on a fait, est-ce que tu penses que nos interlocuteurs étaient conscients de cette problématique quand même d'association technologique, d'assemblage technologique? Ça reste quand même un sujet technologique. C'est vrai que la valeur métier est importante, mais pour autant, derrière, il faut des algorithmes, il faut des machines, il faut des écosystèmes, il faut de la data. Et sans parler de l'impact en termes de durabilité sur les indicateurs ESG. Je pense, j'espère qu'on y passera.
ça participe de la maturité des entreprises par rapport à cette réponse qui semble, comment dire, géniale, mais qui au final peut être déceptif. Donc il ne faut pas qu'on tombe dans cette fameuse vallée de la déception. Et ça va, la maturité des entreprises, la maturité des organes de décision, des exécutifs, la maturité des conseils d'administration aussi, qui peuvent être fixés par rapport à l'aspect d'hyperproductivité et donc de rentabilité. Tous ces aspects-là vont avancer au fur et à mesure des communications, des travaux, des publications, et aussi parfois de la non-atteinte de résultats. Donc, je pense qu'on va y avancer petit à petit. Ça ira plus vite que pour d'autres transformations technologiques parce qu'on a commencé par la solution et que donc on fait le chemin inverse au fur et à mesure. Hein. Je pense que l'année prochaine, on parlera de réalité d'exécution, on parlera des difficultés sur la réalité des exécutions et qu'on va apprendre en marchant. Donc, il y aura une troisième session, hein, je te le préviens tout de suite. On va y arriver. On va comprendre aussi qu'on a des solutions qui sont intégrées à des solutions ou des bouts d'IA génératifs qui sont intégrés dans les solutions d'éditeurs. Donc moi, c'est mon iPhone qui m'a expliqué ce matin que j'allais profiter des apports d'IA générative. Hein. Donc il m'a foutu un bordel pas possible dans ma messagerie. Donc je suis en plein changement, pleine transformation à essayer de retrouver mes mails. Sachant que WhatsApp m'avait mis aussi un coup de méta, donc de Lama. Donc ce sont des solutions qui débarquent sans qu'on le veuille, sur lesquelles on n'est pas préparé, sur lesquelles il n'y a pas d'accompagnement au changement. Bon, on va le faire à titre personnel. Dans les entreprises, ça va être aussi intégré dans des solutions d'éditeurs, donc ça va arriver. On va avoir un sujet quand même sur le Shadow IT IA générative, parce que tous les DSI ne sont pas encore au carré là-dessus. Donc les tuyaux sont pas complètement fermés. On va avoir par contre un sujet de fond qui va être, et qui a déjà commencé dans les écoles, sur les jeunes qui arrivent. Ils arrivent en ayant utilisé l'IA générative. Donc des sujets sur le raisonnement, sur la fabrication du raisonnement, sur les sujets sur la transmission de la connaissance. On parlait tout à l'heure de l'accès à la connaissance, mais tous les sujets d'expertise, comment l'expertise qui a nécessité 15 ans, 20 ans de travail, comment elle va être transmise aux jeunes qui arrivent. Vous êtes, je pense, exposé aussi à ce sujet dans les cabinets de conseil, comment on fait rentrer des juniors et comment ils progressent au fur et à mesure. Donc c'est des vrais challenges, et c'est pour ça que donc dans la HR, on travaille beaucoup sur ces sujets liés au sujet RH, en estimant que, pour l'instant, je ne l'ai pas trop entendu dans les discussions, mais les RH ont un vrai rôle pour eux, en tant que direction métier, mais aussi en tant que copilote de ces réflexions. Il va falloir les associer. Parce que demain, qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ont vu leur travail modifié en profondeur? Quel profil on doit recruter demain, sachant que potentiellement, l'IA et l'IA générative va simplifier un certain nombre de traitements. Les métiers vont-ils encore exister? Donc il y a encore des sujets de fond auxquels on va être exposé. Et il y a une partie de transmission d'expertise et de savoir-faire au sein de l'entreprise qui auparavant s'opérait uniquement de façon verbale par des mécanismes d'apprentissage et autres en interne. Et effectivement, on se pose la question de savoir comment l'IA va venir perturber tout ça et est-ce que ces processus vont être maintenus en interne, il est vrai. Ouais. La notion de multimodal, de l'IA générative multimodale, que ce soit le texte, la voix, l'image, l'ensemble de ces possibilités n'est pas encore exploité. C'est-à-dire que comment on va utiliser l'ensemble de ces possibilités pour transmettre. Puis après, il y a des sujets géopolitiques, c'est est-ce qu'on décide d'aller à l'est, à l'ouest, ou est-ce qu'on reste au centre? Est-ce qu'on va développer des modèles qui vont être plus frugaux? On voit que nos belles écoles d'ingénieurs ont été à l'origine de la création de modèles. On a compris qu'on n'était pas obligatoirement obligé de mettre des milliards, des centaines de milliards pour développer des modèles. Il y a aussi un sujet sur lequel on n'a pas tranché, enfin, ou sur lequel on a encore des choses à traiter. Je sais pas si quand vous l'utilisez à titre personnel, quand vous promptez et que vous revenez et que vous promptez, vous constatez que vous n'avez pas les mêmes résultats. Donc il y a une instabilité qui est liée au fonctionnement. Donc, qu'est-ce qu'on parle quand on parle de reproductibilité, d'auditabilité, de traçabilité? C'est l'ancien éditeur qui parle. Il y a un peu de boulot. Mais l'intégrateur va dire que là, il y a des solutions technologiques, je peux t'aider là-dessus. Donc, on a des questions, on a des éléments de réponse, on a des sujets d'intégration,
et on a des sujets de durabilité qu'il va falloir traiter. Mais justement, c'est intéressant ce que tu dis là, cette variabilité qu'on a dans les résultats, cette variation d'un appel à l'autre. Est-ce que justement dans la mécanique déjà d'identification de la consommation qu'on veut faire de l'IA, est-ce qu'on n'a pas un problème justement? Est-ce que les règles sont clairement établies entre, on va dire, l'usage basique donc de l'IA qui maintenant va être présent, hein, tu l'as dit, dans les logiciels bureautiques et autres, qu'on le veuille ou non, de toute façon, on aura des fonctionnalités d'IA embarquées, et d'usage avancé où là, effectivement, je prends la décision moi-même d'intégrer de l'IA dans mon système d'information pour adresser mes processus cœur de métier. Mais en fait, la question que je me pose, c'est aujourd'hui, on est d'accord, il y a une équation qui n'est pas simple pour une entreprise de faire des choix technologiques, choix éthiques et responsables, des choix métiers. On nous parle beaucoup de gouvernance, mais dans les faits, concrètement, pour toi, ça se matérialise comment une bonne gouvernance au sein de l'entreprise? On a produit une grille de maturité de la maturité d'une organisation à l'IA, partant de la stratégie jusqu'à l'exécution, en se posant des questions sur une échelle de niveau, en disant si je fais ça, je suis à tel niveau. Premier constat, tout le monde n'a pas besoin d'être au niveau 5 par rapport à ses usages. On le voit entre le service et l'industrie, entre les besoins, dans un certain nombre d'industries encore, vous n'êtes pas digitalisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écran pour avoir du management visuel. On est très, très papier et très manuel. Donc tout le monde n'est pas exposé aux mêmes besoins. Donc tout le monde n'aura pas le même besoin de maturité, voire de chemin pour progresser dans sa maturité. Donc ça, c'est le premier élément, c'est de se poser la question de à quel niveau je dois être par rapport à mon écosystème, par rapport à ma concurrence, par rapport à ma vision. Déjà, se poser cette première question en termes de gouvernance, que ce soit au niveau du comité exécutif ou du conseil d'administration, c'est un premier pas. Et après, ce sont les conditions d'usage. C'est pour ça qu'on parle de charte. Comment je donne les moyens à mes collaborateurs d'utiliser et donc de participer à cette transformation. Donc ça, c'est aussi un élément de maturité. Et après, on a déjà détaillé les fameux comités parce qu'au début, c'était un peu une liste à l'après-vert. Je ne sais pas si tu te souviens, on parlait de 300, 400 cas d'usage. C'était une compétition à celui qui en aurait le plus. À l'époque, je disais... c'est un peu compliqué en termes de communication d'expliquer que j'ai 400 problèmes dans la maison et qu'il va falloir que je les règle. C'est un petit souci de communication quand même. Donc, c'était comment je traite ce sujet et comment je priorise. Donc là, les mécanismes sont en train de se mettre en œuvre, les comités existent et rejoignent finalement les sujets classiques d'arbitrage de projets technologiques. C'est une verticale supplémentaire. Ça, c'est en train de se mettre en œuvre. Ça fonctionne parfaitement dans un certain nombre d'entreprises, toujours en fonction de la maturité. Ça, c'est la première étape. Après, c'est comment je continue à exécuter correctement dans le temps. Je ne sais pas si tu te souviens, tu me parlais d'entraînement de modèle. C'est-à-dire qu'entraîner un modèle, ce n'est pas un sujet de data scientist de mémoire, c'est un vrai sujet technique qui nécessite des compétences particulières. Absolument. Qui se pose cette question aujourd'hui? J'ai plugué, j'appuie, ça marche, ça marchera. Et on parlait d'entraînement tout à l'heure, entraîner des modèles sur des données juridiques anglo-saxonnes par rapport à l'Europe, c'est pas du tout la même philosophie. Donc, est-ce qu'on va vers une je cherche le terme, pas de normalisation, un nivellement, une disparition d'un certain nombre d'approches? C'est aussi des questions qui sont plus à moyen long terme. Donc, tout ça, c'est pas encore traité pour moi. Et quand c'est masqué en plus dans une solution d'édition, c'est d'autant plus difficile, effectivement. On perd un peu la maîtrise du sujet. Donc, c'est des sujets qu'on va devoir adresser, qui se retrouvent dans les sujets qui, pour moi, n'ont pas été encore abordés. Et qui amèneront, alors peut-être qu'en ce moment, il y a certains éléments qui vont favoriser certains réaiguillages, certains questionnements. Je peux comprendre que vous étiez canadien? Oui, on est canadien. Mais on est à mi-chemin entre la dimension européenne et la dimension américaine. On a les qualités des deux côtés, en fait. Voilà, pas les défauts. J'en reviens tout à l'heure, effectivement, tu parlais d'efficience des modèles et cette perception que beaucoup ont encore de se dire, je prends une IA, je la pose, je l'utilise et ça marche. Là, je pense qu'il y a un vrai souci. Moi, je te disais à un moment donné, je rêvais d'une notion de portail où je puisse adresser mes cas d'usage fonctionnels à une interrogation et de pouvoir d'utiliser tel ou tel modèle et de voir un peu les différences, comparer. Je fais un mode de test and crash.
c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est moi qui reprends la main. C'est-à-dire que je pose ma question. Alors, je peux m'améliorer dans mon prompt. C'est intéressant aussi de poser, de réapprendre à questionner et d'avoir la possibilité d'avoir le meilleur modèle, que ça soit en termes de puissance de tir, mais aussi en termes de consommation. Parce que je dois adapter ma réponse. C'est-à-dire, si on prend le modèle de la voiture, pour venir de Nantes à Paris, je vais prendre tel type de voiture. Pour aller au centre de Nantes, je vais prendre tel type de vélo. Je vais adapter mon moyen de transport en fonction des enjeux, finalement. Et aujourd'hui, on n'a pas la main sur ce sujet. Donc, c'est vrai que avoir une capacité de modularité et de consommation, entre guillemets, c'est des sujets qui peuvent venir sur la table. Savoir qu'il y a des modèles qui sont plus pertinents dans tel type de requête ou tel type de solution. Moi, j'avais commencé à faire des images à l'époque, j'ai arrêté très vite, parce que c'est une catastrophe. Là, en ce moment, si vous prenez LinkedIn, il y a tout le monde qui sort son image mode, je sais pas quoi, là. Mode JP, là, bon, on a cramé plusieurs forêts avec ce genre de conneries. Ouais, mais voilà, je veux dire... Alors, c'est bien que tu abordes ce sujet parce qu'il est quand même intéressant. Merci. Dans le livre blanc, je t'invite, de toute façon, je pense que tu l'as déjà, parcouru en long en large. Tu verras, il y a tout un pan sur l'IA agentique. Alors, il est vrai, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Oui. Ça relève beaucoup du conceptuel encore. On sait que notamment la dimension orchestration va nécessiter encore un peu d'ingénierie et de temps. Mais typiquement, c'est la philosophie même de l'IA agentique parce qu'on a compris qu'on avait besoin d'interagir avec des IA spécialisées, ultra contextualisées du coup, et qui puissent effectivement, selon le contexte de sollicitation, savoir répondre au mieux par rapport à ta requête, sans devoir effectivement répéter les prompts, les compléter dans tous les sens. Et là, on voit une évolution finalement. La solution technologique s'adapte par rapport à un besoin fonctionnel, à un besoin organisationnel. Après, moi, c'est du sujet sur lequel on attache beaucoup d'importance, c'est la position de l'humain dans ce dispositif. C'est-à-dire que ça doit être sous le contrôle de l'humain. C'est important. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de discuter avec un appel téléphonique fait par une IA qui doit vous proposer un service. Il y a un peu de boulot. Hein. Je vais vous parler dans le vide parce qu'elle continue. Et donc, c'était déjà le cas avant. C'était déjà le cas, mais là c'est encore les callbots historiques. Voilà. Mais là c'est Louis en parlait. On pourra en parler. Ouais, moi j'aime bien l'humain, même si parfois c'est un peu casse-pied ces appels, mais je suis pas encore dans la tranche d'âge pour les recevoir tous les midis et à partir de 19h. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet. C'est pas parce que la solution technologique est simple à mettre en œuvre et performante qu'il y a une réalité de création de valeur. Tout à fait. C'est revenir sur la création de valeur, c'est-à-dire la création de valeur à travers l'IA générative, c'est pas simplement la suppression d'emplois, ce qui a été vendu par certains grands cabinets de stratégie, sur lesquels ils sont revenus d'ailleurs. Je sais pas si on n'en entend plus parler de pourcentage qui avait été annoncé, mais elle est aussi dans la création de réponses à peut-être des besoins qui sont émergents, sur lesquels on n'était pas en situation de pouvoir le créer. Et c'est là où ça va être très intéressant. C'est comment on va créer de la valeur, comment on va pouvoir aller chercher des choses qui n'existent pas encore aujourd'hui. Et tout en ne détruisant pas, il y a un moment on parlait, c'est fini. On va devoir se séparer. On conclut. Alors je conclue avec deux choses. Moi, ce qui est important, et on avait déjà travaillé là-dessus et avec le CIGREF et les autres associations professionnelles, c'est cette notion de capital immatériel humain et organisationnel. Et ça, il faut le faire un petit peu attention à ces éléments-là. L'ADN de l'entreprise. L'ADN de l'entreprise, ce qui a fait que l'entreprise est là et sera là encore dans un certain nombre d'années. Merci Pascal. Merci. On se donne rendez-vous dans un an. Dans un an. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Écoutez, merci beaucoup à tous.